nous sommes là aujourd'hui pour interviewer Ondine et Benjamin pour le séjour qu'ils ont fait à Lund University en Suède au cours du semestre 1 de cette année 2012-2013. Donc tout d'abord, première question, pourquoi avoir choisi de partir dans cette université? Eh bien, tout d'abord parce que c'est en Suède et que c'est une des meilleures universités d'Europe. Voilà, au début. Tout à fait. Moi j'ai choisi pour la même façon Lund parce qu'il était écrit qu'il y avait un bon niveau de cours et c'était le cas. D'accord. Donc ensuite, quelles sont les conditions pour intégrer cet établissement en termes de moyenne que vous avez eu et s'il y a un TOEFL ou un TOEIC à passer? Donc on ne nous demande pas de niveau spécifique en TOEIC, TOEFL. Il faut quand même parler très bien anglais. Par contre, au niveau académique, je dirais qu'il faut avoir de très bonnes notes, plus de 15 de moyenne. Moi aussi j'avais un peu plus de 15 de moyenne. D'accord. Ensuite, en ce qui concerne les documents administratifs, est-ce que vous avez eu besoin de visa, de passeport ou n'importe quel autre document? Non, il y a simplement besoin donc, de sa carte d'identité. Et en plus de ça, il faut une attestation donc, que vous pouvez avoir en allant à la CPAM qui va en fait vous couvrir lorsque vous serez à l'étranger, c'est-à-dire si vous arrive quelque chose à Lund, avec cette carte-là, vous pourrez être rapatrié ou avoir des soins sur place si besoin. Et donc pour l'avoir, il faut aller à la CPAM qui va, je sais plus, il y a quelques documents à apporter à la CPAM, c'est très simple. Et après, sous 2-3 semaines, vous recevez par courrier en fait la carte. Et est-ce qu'il y a des frais à payer? Non, c'est gratuit. D'accord. Il faut être affilié à la sécurité sociale. Ouais. Donc nous allons maintenant passer à l'environnement scolaire. Donc première question, est-ce qu'il y avait une large gamme de cours? Alors au niveau des cours, on va dire qu'il n'y a pas une large gamme. En termes de business, il y avait quelques cours spécifiques. Après, si on veut étendre son domaine d'études, comme Benjamin l'a fait, il y a un peu plus de choix. Ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a différents départements. Dans le département business, il n'y a pas énormément de choix, mais après, si vous êtes prêt à prendre des cours, je sais pas, en informatique ou en mathématiques par exemple, là vous pouvez avoir accès à ces cours, et dans ce cas-là, ça élargit énormément la gamme. Mais après, par contre, il faut dans certains cours avoir déjà des prérequis, par exemple en mathématiques ou en, je sais pas, technologie de l'information, etc. Il y a aussi également quelques cours en marketing. Mais surtout pour les cours master, et nous, on nous a conseillé de prendre des cours au niveau bachelor. On va dire que le choix, c'est un peu plus restreint. Et est-ce que c'était élevé ou pas le niveau? Et les cours, ils étaient enseignés en anglais, en suédois? Donc il y a des cours en suédois, bien sûr, ou en anglais. Mais on a tous pris des cours en anglais. Sinon, il faut parler suédois. Donc voilà, tous les cours étaient en anglais. Après, au niveau du niveau des cours, on va dire que je pense que les cours de niveau master sont d'un niveau élevé, c'est pour ça qu'on n'a pas pu en prendre. Enfin, on aurait pu en prendre, mais on nous l'a fortement déconseillé. Après, les cours de niveau bachelor, déjà, il y a quand même pas mal de boulot. Et si vous prenez des cours qui ne sont pas dans votre spécialité, là, parfois, moi j'en ai pris 2 notamment, et là, c'est plutôt compliqué. Il faut avoir déjà quand même des bases. Donc il y a une charge de travail qui est quand même assez conséquente. conséquente, même en prenant simplement des cours de niveau bachelor et pas nécessairement des cours au niveau master. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des méthodes d'enseignement différentes par rapport à Euromède et aussi combien d'heures de cours vous avez eu par semaine? Alors en fait, donc c'est ça qui diffère, c'est qu'il y a très peu d'heures en présentiel. On va dire que le présentiel est réparti en 2 catégories. Il y a les cours dits théoriques et les cours dits séminaires, qui sont des travaux de groupe. Il y a beaucoup d'interactivité. Donc on va dire que ça représente 8 heures par semaine. C'est très peu. Par contre, il y a beaucoup de travail en dehors. Par rapport à la matière choisie, il y a beaucoup de livres à lire pour comprendre. Et donc c'est un peu à la méthode américaine. Il faut apprendre le cours avant d'aller en cours. Et c'est plus le cours, on pose des questions, et comprendre. Le prof va accentuer sur certains points, mais vraiment... Il y a beaucoup de travail personnel. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'il y a 2 trimestres, enfin dans le semestre, il est réparti en 2 périodes, où chacun doit choisir 30 crédits ECTS, l'équivalent. Ça représente à peu près 2 cours par trimestre, qui sont de 7,5 crédits.
Donc on peut valider 30 crédits ECTS. Voilà, maximum. Ok, d'accord. Et dernière question pour ce chapitre. Est-ce que les profs sont assez accessibles niveau questions sur les cours, sur d'autres sujets, vu que vous êtes des étrangers, des étudiants étrangers? Ouais, ils le sont complètement. Par contre, je pense qu'ils préfèrent le face-à-face par rapport au mail. Il y a même dans certains cours, moi j'avais des créneaux d'1 heure où le prof était disponible dans une salle et on pouvait aller le voir si on avait des questions à lui poser. Mais encore une fois, ils préfèrent quand même le face-à-face plutôt que les mails, mais par contre ils sont très arrangeants et très accessibles. Ouais, voilà, exactement. Bien. Donc on va passer à la partie environnement étudiant et intégration. Donc est-ce que vous avez ressenti le mal du pays pendant le séjour? Est-ce que ça s'est atténué avec le temps? Et comment s'est passé votre arrivée? Donc non, enfin, moi j'ai pas ressenti le mal Moi du non pays, plus, je crois pas. pas spécialement. Non, par contre au niveau de l'intégration, donc faut préciser que Lund est la ville où il y a le plus d'Erasmus en Europe, donc c'est une ville très très étudiante, donc ils sont préparés on va dire, contrairement à certaines villes. Donc il y a un jour d'intégration où tout est organisé, on prend tous les papiers, on donne tous nos documents, et à partir de là il y a 10 jours environ qui sont appelés d'intégration, donc il y a des journées pour découvrir la ville, des activités sportives, des soirées. Pendant ces 10 jours, on nous propose également d'apprendre le suédois, des notions de suédois. Donc c'est assez marrant, on rencontre pas mal de personnes. Et puis on fait partie, si on souhaite aussi, d'un mentor group, d'un groupe où on regroupe des étudiants suédois, 4 ou 5, avec des étudiants étrangers, on a à peu près 25 par groupe. Et donc ça nous permet de côtoyer aussi directement des Suédois. Et donc tu as parlé de sport, d'activités organisées par l'école. C'est quoi exactement comme sport? Enfin, juste décrire comme ça. Alors, le sport en lui-même dans l'école, je pense que c'est plus pour les Suédois. Nous, on en a fait beaucoup en dehors. Il y a moyen d'aller à la piscine et à la salle de sport tous les jours et pour le coup, c'est pas très cher. C'est vraiment, on va dire, rentable. Sinon, il y a une vie étudiante très développée. Il y a ce qu'ils appellent là-bas des nations. C'est comme des confréries aux États-Unis. Donc, c'est des grandes familles. Donc là, c'est surtout pour les Suédois. Mais il faut intégrer une de ces nations. Et à partir de là, donc on peut s'impliquer aussi dans la nation et aussi, du coup, utiliser toutes leurs activités sportives, le sport, etc. Et donc, si on s'implique dans une nation, est-ce qu'on peut faire un PROACT, par exemple? Je ne pense pas. Je pense pas non plus. Non, parce que c'est vraiment c'est du service, c'est pour préparer des soirées, etc. C'est vraiment pour son plaisir. Non, le PROACT... Par contre, je pense qu'on peut... il y avait aussi, à la Place des Nations, il y avait je sais pas comment ils appellent ça là-bas, mais c'était des sortes d'associations. Peut-être que s'impliquer dans ces associations et construire un projet autour peut permettre de valider un PROACT. Mais on va se dire que non. Ça ne doit pas être une courante. Voilà. Ça va. Donc on va rentrer dans l'environnement culturel, donc la description du pays. Tout d'abord, la ville où se trouve l'établissement, si vous pouvez nous la décrire, est-ce qu'elle est loin du centre-ville, enfin comment c'est quoi? En fait, c'est une ville, je pense, qui est assez petite, ça doit faire à peu près 100 000 habitants, on va dire. Et il y a énormément d'étudiants dans la ville et l'université, en fait, elle est elle est répartie dans toute la ville. Chaque département a ses propres bâtiments, mais en fait, l'université au total est sur l'ensemble de la ville. Voilà. Après, comment est la ville? C'est une petite ville, je pense assez bourgeoise, on va dire quand même. Ouais. On peut s'y balader à pied facilement. En vélo. Surtout en vélo, on en parlera après. Mais c'est vraiment une ville où il faut bon vivre, c'est assez chaleureux. Et je suppose que vous avez visité les alentours, enfin, comment c'était, qu'est-ce que vous avez visité, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, donc, faut savoir que Lund est à 10 minutes de Malmö, qui est donc la 3e ville de la Suède, et à 25 minutes de Copenhague, capitale du Danemark. Donc on a déjà visité toute la région, la Scanie. Voilà. Puis après, on peut... Après, donc, à Copenhague, et après de Copenhague, on peut bouger facilement. Donc, personnellement, je suis allée dans toutes les capitales nordiques, Oslo, Stockholm, Helsinki. Je suis aussi allée en Laponie.
via un organisme étudiant qui propose de nombreux voyages. En fait, on peut vraiment aller partout, on peut aussi aller après de l'autre côté, du côté de Göteborg, etc. Sans trop de problèmes, on va dire. Il y a même tout ce qui est pays, Estonie, les pays baltes Lettonie, également, effectivement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire en termes pour bouger. Et on a du temps. Donc ensuite, niveau transport en commun de la ville de Lund, donc j'ai compris qu'il y avait du vélo. Disons que la première chose qu'il faut avoir en arrivant, c'est un vélo. Donc c'est vraiment la première mission, trouver un vélo, et après on se déplace toujours en vélo. On va dire jusqu'à la fin de l'année, disons qu'en décembre il y a fait un peu froid. Non, bon, c'est pas trop le froid, mais c'est plutôt la neige en décembre. Ouais, il y a beaucoup de neige. Et sinon, il y a un réseau de bus qui est pas mal développé pour se déplacer dans la ville. Mais tout le monde utilise le vélo, c'est vraiment... c'est monnaie courante, tout le monde se déplace en vélo, il y a très peu de voitures. Après, il y a en fait des magasins dans lesquels vous pouvez aller et ils rachètent des vélos. Parfois, ils les réparent et après, vous y allez, vous rachetez le vélo et vous pouvez le revendre à la fin de votre séjour, en fait. Voilà, il y a des foires à vélo, il y a plein de magasins de vélo, donc il ne faut pas en acheter un neuf, il faut en acheter un d'occasion. Et voilà. Est-ce qu'il y a des activités que vous recommandez à faire dans cette ville ou dans ses alentours? Des activités, si, c'est en fait ce qui est typique, il y a pas mal de saunas. Et donc moi je recommande d'aller dans les petits villages à côté, sur la côte, faire un sauna et se baigner après autour dans la neige, c'est très sympa. Voilà. Sinon bien sûr, comme dans toute ville, il y a du cinéma, mais il y a des cinémas, mais c'est très cher. En termes de sport, il y a quand même de quoi faire. La piscine quand même, c'est impressionnant parce que c'est ouvert 7 jours sur 7 et c'est ouvert enfin peut-être pas le week-end, mais pratiquement de 6h à 20h tous les jours, c'est libre d'accès. C'est comme la salle de sport, il y a des cours de 6h à 21h sans interruption, donc c'est assez dynamique. En ce qui concerne la langue du pays, est-ce que c'était difficile vis-à-vis de l'anglais ou pas du tout? Donc, oh non. En fait, il faut parler anglais, mais il n'y a pas besoin de parler suédois. Dès que tous les Suédois parlent anglais, donc si ils comprennent qu'on ne parle pas suédois, ils nous parlent directement en anglais. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est facile. Et ils parlent vraiment tous anglais, c'est impressionnant. Et puis ils sont assez chaleureux, donc quand on leur pose des questions, ils répondent aussi facilement. Donc en termes d'attitude des gens, de comportement, donc ils sont chaleureux, accueillants, je suppose. Ils sont plutôt accueillants, ils sont chaleureux. Après, c'est vrai qu'on côtoyait très peu de Suédois aussi. J'en ai côtoyé un petit peu. Franchement, ils sont vraiment très très chaleureux. Moi, j'ai mangé dans une famille qui vivait là-bas. C'était vraiment très très accueillant. Ils sont entre guillemets, on va dire respectueux parce qu'ils vont parler en anglais en fait. S'il y a une des personnes qui ne sait pas parler suédois, ils vont pas se mettre à tous parler suédois et laisser une personne donc à l'écart. Ils n'ont aucun problème avec ça et ouais, globalement, ils sont très 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 accueillants. En termes d'alimentation, vous avez des remarques, il y a une alimentation de base, des spécialités? Il y a quelques spécialités, il y a les gâteaux à la cannelle qu'on appelle cannelbullar, ou ce que vous trouvez chez Ikea, les boulettes, les schönbullar avec la purée. Non. Mais sinon, ils n'ont pas de grande spécialité, beaucoup de poissons, mais... À part ça, au niveau de viande, il n'y a vraiment pas grand chose. Il n'y a pas de fromage non plus. Mais... Non, à part si on trouve des magasins très rares qui en vendent. Donc voilà, non, sinon... C'est pas un grand pays gastronomique. Voilà. C'est pas le pays de la gastronomie.